Pour ma part, je vais vous parler de... Pardon? D'autres caméras. Exact. Oui, pour ma part, je vais vous parler de mathématiques appliquées à l'échelle microscopique. Ici, vous voyez deux cellules qui ont un aspect très, très différent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est le même type cellulaire. Celle de gauche, c'est une cellule cancéreuse placée sur une lamelle de verre, et à droite, c'est le même type cellulaire placé dans un environnement plus mou, qui est plus physiologique, qui ressemble plus à ce qui se passe dans notre corps. Et moi, je m'intéresse un petit peu au problème de traitement d'image, de vision par ordinateur associé à ce type de données. J'ai commencé ma thèse à l'INRIA, où j'ai travaillé sur le type de données comme à gauche, où en fait, on peut commencer à étudier pas mal de processus intéressants. Et de fait, ça fait 30 ans qu'on utilise ce type de données. On sait, par exemple, sans rentrer dans les détails, qu'il y a des protéines qui ont des rôles importants dans la transmission de force entre le substrat et la cellule. Et pendant longtemps, on a pensé que c'était comme ça que la cellule fonctionnait dans le corps humain. Enfin, en tout cas, c'est tout ce qu'on avait comme données. Et quand je suis allé en postdoc en fait à Dallas, on a commencé à pouvoir expérimenter avec des microscopes différents, des environnements différents. Et là, on voit des choses complètement différentes. La même cellule cancéreuse n'a pas du tout les mêmes processus. Donc, ce qui est intéressant pour moi, en tant qu'ingénieur de formation et en traitement du signal, c'est en fait comment est-ce qu'on pose des questions dans ces processus-là. Dans ces images-là. C'est-à-dire qu'on a des images où tout d'un coup, elles sont beaucoup moins interprétables. Les biologistes qui travaillent dessus ne savent pas par où commencer. Et pourtant, c'est extrêmement important parce que c'est beaucoup plus proche de ce qui se passe dans l'être humain. Et donc, là-dedans, pour moi, il y a beaucoup de problèmes numériques qui sont très, très intéressants. Donc, je vais parler de certains de ces problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, où est-ce que je suis? Je fais partie de Century et de l'I2M. Donc, Century m'a permis d'ouvrir mon petit groupe de recherche qui est en fait à l'interface entre les sciences de la vie et les mathématiques appliquées et permettre l'optimisation des expérimentations en microscopie, en biochimie et le développement de nouvelles approches computationnelles pour découvrir le vivant dans des environnements de plus en plus physiologiques, dans des systèmes de plus en plus complexes. Okay. Alors, une question intéressante, c'est oui, ok, mais pourquoi faire de la vision par ordinateur qui est en fait centrée sur la biologie, sur la bioimage en particulier? C'est parce qu'en fait, on a des problèmes qui sont très particuliers et très associés à la microscopie. D'abord, la plupart des objets que l'on observe n'ont pas de descripteur de forme particulière. Ils ressemblent tous en microscopie de fluorescence. On peut simplement, en fait, ajouter des fluorophores nanométriques à des molécules et c'est tout ce que l'on voit. Sur les millions de molécules qu'il y a dans la cellule, on n'en verra qu'une ou deux du choix. Un autre problème que l'on a, c'est qu'il y a toujours un compromis entre le niveau de bruit et la fréquence d'acquisition du signal. Donc si on veut avoir un bruit faible, il va falloir avoir une fréquence d'acquisition faible. Par contre, si on veut aller un peu plus vite, le bruit va être augmenté. Donc ça crée des données assez particulières. Nous avons aussi un nombre assez large d'objets. Donc, mesurer la dynamique de ces objets, comprendre leur interaction, ça demande des algorithmes qui passent à l'échelle. Ensuite, il y a une autre catégorie de problèmes que j'ai découvert quand j'étais dans un environnement biomédical où on commençait à observer des données en 3D, des données plus complexes. C'était que mesurer ces dynamiques n'était pas suffisante. Au-delà de la mesure, une fois qu'on a toutes ces mesures ici de molécules qui se déplacent, ça reste très difficile en fait de poser des questions biologiques sur ce type de données, comprendre comment elles interagissent. Donc il y a un problème de mesure et il y a un problème d'interprétation. Donc voilà un type de mécanisme que l'on peut poser. La taille de données aussi augmente exponentiellement, donc on a des problèmes de scalabilité. Et donc toujours des problèmes de qualité d'image qui apparaissent. Ok.
Ce que je vais faire aujourd'hui pour faire simple, c'est présenter quelques problèmes très concrets et très rapidement les solutions, et on peut en discuter plus en détail plus tard. Donc par exemple, un premier problème qui m'a intéressé, c'était comment mesurer des dynamiques très hétérogènes. Donc ici, on regarde la molécule qui s'appelle la vimentine, qui a un rôle important dans la guérison, et aussi récemment, il a été trouvé qu'il avait un rôle important dans l'intégration du Covid dans la cellule. Et quand on regarde ce film, on voit surtout des diffusions. Je ne sais pas pourquoi le film ne continue pas de jouer, mais c'est pas très grave, on peut zoomer. Et en fait, dans tous ces événements, on va avoir quelques événements rares de déplacement rapide et soudain. Et détecter ces événements, c'est très important pour comprendre en fait les fonctions de cette cellule, parce que c'est là où en fait elle agit. Il y a des algorithmes qui existent déjà pour estimer ce type de déplacement. Donc, comme on a beaucoup d'objets, l'estimation de toutes ces trajectoires, de toutes ces hypothèses de trajectoires, c'est un problème NP complet. Donc, on est obligé de le simplifier en allant image par image. Et ensuite, on va simplement essayer de prédire la localisation des trajectoires pour faire face à la limite du temps d'acquisition, de la fréquence d'acquisition, avec des modèles de Markov qui modélisent l'allocation et la vitesse de la particule. Nous avons un état par particule et essayons de prévoir en fait ce déplacement dans l'image suivante. Et les approches classiques en fait proposent de modéliser différents types de mouvements. Donc on va avoir un mouvement confiné, un mouvement actif, et la dérivation de cette probabilité va nous permettre de prédire la localisation. Alors, un problème intéressant maintenant, c'est que ces approches-là, en fait, ont été surtout faites en avionique dans l'aérospatiale, et elles sont assez peu adaptées à la biologie, parce qu'en biologie, ces transitions, en fait, d'activité, elles sont biochimiques, elles sont instantanées. Il n'y a pas un seul microscope qui pourra les capturer. Et donc, tout d'un coup, les a priori que l'on a sur les mélanges de modèles ne sont plus vrais. Et en fait, les méthodes qui ont été développées et qui sont utilisées en bioimage, en fait, ratent en fait ces transitions. Donc, très rapidement, une contribution que j'ai proposée, c'était un modèle qui d'abord est plus approprié à la biologie, c'est-à-dire qu'on n'a plus des mélanges de modèles, on a des modèles constants par morceaux de dynamique. Et puis après, des méthodes de lissage qui permettent en fait de faire d'abord un filtrage classique dans ce sens-là, puis un filtrage dans l'autre sens pour fusionner les estimés. Et l'intérêt de cet algorithme et de son implémentation, c'est qu'à chaque étape, on garde 2 frames, 2 images pour optimiser l'ensemble, ce qui nous permet de passer à l'échelle, même avec des milliers d'objets. Rapidement, ça nous a permis de faire des petites découvertes sur les interactions moléculaires entre la vimentine et la microtubule avec mes collaborateurs à Boston, et puis d'autres études sur la polymérisation de certaines autres molécules. Un autre point qui m'intéresse lorsqu'on passe de problèmes d'images simples à des images 3D plus complexes, c'est le problème de la validation. Ici, on regarde la microtubule, c'est une molécule qui est importante pour la séparation des cellules pendant la mitose, mais aussi la migration, et c'est une molécule très centrale. Et pendant longtemps, on l'étudie comme cela, donc on regarde uniquement les extrémités, on regarde comment les extrémités bougent, et ici, on peut voir où sont les défauts de mesure, on mesure avec les outils classiques. Par contre, lorsqu'on le regarde en 3D, évidemment, le film ne tourne pas, ça devient plus compliqué, c'est-à-dire que on n'a pas forcément de benchmark sur ce qui est censé se passer là-dedans. Et c'est complètement impossible de mesurer ce qui se passe dedans, ça bouge dans tous les sens. Donc, il faut avoir des mesures systématiques, des erreurs de mesure dans ce type de données. Très rapidement, la façon dont on peut modéliser une erreur de mesure, c'est le problème que l'on a lorsqu'on essaie d'associer des trajectoires à une mesure dans une détection dans l'image suivante. Et une détection, ça peut être une vraie détection, mais ça peut être aussi un faux positif, ça peut être une nouvelle trajectoire qui apparaît, ça peut être aussi simplement la trajectoire qui disparaît du champ pendant quelques temps.
Et pour comprendre ce point-là, j'introduis rapidement, c'est qu'à chaque étape, on ne fait pas uniquement un problème de filtrage stochastique dont j'ai parlé précédemment, mais aussi un problème d'optimisation sur un graphe bipartite pour associer chaque trajectoire optimalement à la mesure, à la frame d'après. Et donc finalement, l'optimisation se présente comme ça, c'est un problème classique d'assainissement linéaire. Mais ce qui est problématique là-dedans, c'est que c'est un problème convexe qui converse à chaque fois. Donc on ne va pas avoir d'erreur d'estimée associée à ce problème d'optimisation discret. On va toujours avoir une seule solution qui va être ici la meilleure association. Et donc pour trouver les ambiguïtés entre les trajectoires et les mesures, il faut explorer les minimums locaux en fait, associés à ce problème d'optimisation. Et donc, ici, je n'ai pas détaillé la solution, je donne juste un exemple de comment on le fait. C'est grâce à nos systèmes de filtrage stochastique qu'on est capable de connaître la statistique de cette trajectoire dans le temps. On l'apprend au fur et à mesure que la trajectoire progresse. Ici, on a une erreur qui est due au fait qu'on a une nouvelle mesure qui apparaît à cette frame. Et ici, on va simplement rééchantillonner notre trajectoire localement par rapport au passé de cette trajectoire et on va mesurer les instabilités. Donc, s'il y a un changement dans la mesure, à ce moment-là, on est capable de détecter une ambiguïté et de dire que localement, ici, il y a possiblement une erreur. Hop là. Et donc ça nous a permis en fait de détecter dans des systèmes de données complexes, donc dans les données que je présentais précédemment, où on avait toute une spaghetti comme ça de trajectoires, on est capable en fait de détecter automatiquement des trajectoires de grande qualité qui sont en fait plutôt sur la frange et se rend compte que quasiment tout ce qui est mesuré à l'intérieur est complètement faux. Donc si on commence à faire des mesures de temps de vie, comme mes collaborateurs avaient commencé à le faire en utilisant des outils qui étaient qui existaient déjà, en fait, on avait des statistiques complètement erronées et ça nous a permis après de faire une étude plus rigoureuse de la capture de chromosomes, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails aujourd'hui. Voilà, un autre aspect qui m'intéresse sur ce même type de données, c'est justement comment est-ce qu'on observe les mécanismes qui sont à l'intérieur. Grâce à des modèles particuliers qu'on adapte en fait à la molécule, c'est-à-dire qu'on sait que certaines molécules se déplacent de certaines façons particulières, donc polymérisation, dépolymérisation, repolymérisation, ou alors on a des transitions diffusion dirigées. Donc tout ça, avec les algorithmes de tracking dont j'ai décrit rapidement, on est capable de les modéliser, on est capable de mesurer ces paramètres. Une fois qu'on a tout ça, on a un problème de taille. Donc le premier problème dont j'ai parlé, c'est le problème de validation. Mais il y a aussi un problème d'interprétation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on comprend ce qui se passe, comment est-ce qu'on systématiquement interroge ce type de données. Et très rapidement, un des domaines auxquels je commence à m'intéresser maintenant, j'ai quelques solutions basiques, c'est comment décomposer les différentes échelles de dynamique dans ce type de processus. Donc on a les dynamiques à l'échelle nanométrique, donc d'une seule particule. Comment est-ce qu'on retrouve maintenant les dynamiques non seulement de la cellule elle-même, mais aussi de ses sous-parties. Donc ici, on a, avant j'essaie de remonter le film, je suis un petit peu trop vite là, les mouvements de la cellule, les mouvements des chromosomes et les mouvements des molécules elles-mêmes, ce qui nous permet en fait de créer, d'estimer les dynamiques de processus qui sont à l'intérieur de la cellule à une échelle mésoscopique, c'est-à-dire pas à l'échelle de la cellule entière, pas seulement de la molécule, mais entre les deux. Et pour l'instant, j'ai des méthodes ad hoc qui sont intéressantes, qui marchent bien sur le tracking de nuages de points, mais je commence à étudier des modèles un peu plus complexes où on aurait plusieurs types de mouvements qui sont superposés. Donc voilà, donc aujourd'hui je m'intéresse à de nouveaux problèmes aussi, par exemple comment suivre une membrane avec haute résolution à partir de points. Donc ici on a nos petites molécules qui se déplacent et donc on a une expertise déjà pour suivre ce type de particules, mais ce qui est intéressant, c'est que si on regarde toutes les particules dans leur ensemble, on voit qu'elles décrivent avec grande précision le mouvement de la membrane. Donc un problème intéressant que je commence à m'intéresser, c'est comment est-ce qu'on peut traquer la membrane à haute résolution
à partir de dynamiques locales, ce qui est un problème assez compliqué si on essaye de visualiser la membrane avec une labellisation dense. Bon, ça, c'est une des choses que je fais. Un autre projet a commencé avec l'IBDM, Pierre-François Laine et Cham Clily. C'est l'étude du développement des organoïdes. Donc, les organoïdes sont des ensembles de cellules souches qui grandissent spontanément pour former spontanément des formes que l'on retrouve dans les embryons. Donc ça crée un système très puissant pour comprendre l'embryon qui n'est pas vraiment observable facilement, alors que ces systèmes-là, eux, sont assez faciles à observer au microscope. Donc il y a des problèmes d'estimation dynamique qui sont intéressantes avec des dynamiques multi-échelles. On retrouve aussi les mouvements hétérogènes dont j'ai parlé avant. Donc il y a un petit problème avec les vidéos, il semblerait. Mais on voit des mouvements hétérogènes dans ces vidéos-là. Et enfin, essayer de comprendre comment les mouvements locaux vont influencer la forme de l'embryon et comment l'embryon lui-même, la forme de l'embryon lui-même influence les mouvements locaux. Donc ici, il y a des causalités qui sont pas du tout claires. Donc voilà, donc de manière générale, ce qui m'intéresse ici, c'est de me concentrer sur les inférences de dynamique à travers les échelles pour permettre l'étude systématique et la création d'outils pour vraiment étudier ce type de données-là, ce qui pour l'instant est très difficile d'accès en image. Donc voilà, merci. Je suis disponible pour toute question. Je vais essayer de décrire les problèmes plutôt que les solutions. Merci beaucoup.